Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmajid Tebboune clôture sa visite d'État au Portugal. En marge de ce déplacement et accompagné d'une délégation de ministres, le chef de l'État algérien a procédé à la signature de plusieurs accords bilatéraux. Et avant de quitter le Portugal, Abdelmajid Tebboune s'entretient avec le Premier ministre portugais António Costa en présence des membres de délégation des deux pays. Dossier libyen, Tripoli a vu ce mercredi la tenue de la réunion du groupe 5+5 et du comité militaire conjoint, alors que l'UE se dit prête à soutenir le processus électoral. Et enfin, Vladimir Poutine déclare la fin du monde unipolaire lors d'une conférence internationale pour la sécurité tenue à Moscou. Bonsoir à tous et après un déplacement de 3 jours, la visite d'État du président algérien et d'une importante délégation de ministres au Portugal touche à sa fin. Abdelmajid Tebboune s'est envolé ce mercredi après-midi vers Alger. Cette visite a justement été marquée par la signature de plusieurs accords bilatéraux par le président algérien Abdelmajid Tebboune, conjointement avec le Premier ministre portugais António Costa, dans de nombreux domaines de coopération entre l'Algérie et le Portugal. De leur côté, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf et le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises Yassine El Mahdi Walid ont tous deux procédé avec leurs homologues portugais à la signature de mémorandums portant sur le renforcement de la coopération bilatérale. برنامج التبادل الثقافي يوقع عن الجمهورية البرتغالية معالي وزير الاقتصاد والبحر السيد أنطونيو كوستا سيلفا وعن Abdelmajid Tebboune s'est d'ailleurs entretenu avec le chef du gouvernement portugais António Costa dans le cadre de sa visite d'État à Lisbonne au niveau de la primature portugaise en présence des membres de délégation des deux pays. Et toujours dans le cadre de son voyage, le président algérien a visité ce mercredi le siège du Parlement portugais à Lisbonne, où il a été accueilli par Augusto Santos Silva, le président de cette institution législative. Toujours depuis Lisbonne, le président algérien a fait l'annonce officielle de la tenue, durant le deuxième semestre de l'année 2023, du sommet bilatéral algéro-portugais, affirmant avoir convenu avec son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa de faire de 2023 une année charnière pour la relance des échéances bilatérales majeures. Le chef de l'État algérien a par ailleurs présidé ce mercredi l'ouverture du Forum des hommes d'affaires algéro-portugais, un forum qui tend à rapprocher les investisseurs des deux pays, à examiner les opportunités de coopération et de partenariat et à booster la coopération économique. Abdelmajid Tebboune a mis en exergue les grandes opportunités d'investissement qu'offre le climat des affaires en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, un texte qui protège l'investisseur étranger et garantit la stabilité du cadre juridique régissant ce secteur. Nous comptons beaucoup plus sur leur savoir-faire et un partage entre les deux pays, puisque nous avons l'occasion de partager cet événement, de produire et aussi de faire des exportations vers l'Afrique, comme Monsieur le Président essaie de nous encourager afin de promouvoir le produit algérien et éventuellement à ramener des partenaires portugais pour qu'on puisse faire de bons produits et les exporter. Puisque nous sommes, l'Algérie est la porte
de l'Afrique de l'Ouest. Notre coopération avec l'Algérie est bonne parce que nous avons quelques projets là-bas. Nous y avons travaillé auparavant et là nous revenons sur ce marché pour de nouveaux projets. Ce genre de rencontre est très positif parce que c'est une occasion de croiser des gens de notre domaine en Algérie et discuter d'éventuelles opportunités d'affaires entre des entreprises portugaises et algériennes. Et dans un autre registre, le président Tebboune a appelé la mairie de Lisbonne à une coopération bilatérale avec la mairie d'Alger Centre, notamment dans le domaine de la digitalisation et cybernétique. J'invite la mairie de Lisbonne de se rapprocher au maximum de la mairie d'Alger pour faire beaucoup de travail ensemble, notamment en ce qui concerne la cybernétique, en ce qui concerne la digitalisation, en ce qui concerne toute l'évolution que connaît actuellement Lisbonne, une belle ville, une ville moderne qui se modernise tout en restant historique. Énergie à présent, les recettes de la fiscalité pétrolière ont enregistré une forte hausse durant le premier trimestre de l'année 2023. Elles ont atteint les 9,5 milliards de dollars. Selon la Direction générale des impôts, la fiscalité pétrolière a augmenté de 38% par rapport aux 3 premiers mois de 2022. On reste en Algérie. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu hier au siège du Conseil à Alger le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh, et une délégation l'accompagnant. Les deux parties ont examiné les derniers développements de la cause palestinienne et les violations sionistes systémiques du statut historique et légal d'Al-Quds et des lieux saints. Cet entretien a permis de réaffirmer la volonté des deux parties et de renforcer la coordination et la concertation dans le cadre des groupes d'amitié parlementaire. On ouvre le dossier libyen avec la tenue ce mercredi de la réunion du groupe 5+5 et du comité militaire conjoint pour la première fois à Tripoli. Un pas de plus pour l'organisation d'élections présidentielles dans les meilleures conditions. Kherdin Batash. Pour la première fois, le groupe de travail sur la sécurité internationale se réunit à Tripoli en présence du comité militaire mixte 5+5 issu de la conférence de Berlin. Cette réunion se déroule également en présence de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Batili. Elle intervient après 2 précédentes réunions, l'une en Tunisie et l'autre à Benghazi. Le but principal de cette réunion est de soutenir les efforts des forces militaires pour maintenir l'ordre, la sécurité et la stabilité en Libye, mais également préparer le climat pour l'organisation d'élections présidentielles avant la fin 2023, à même de sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il se débat et garantir leur bon déroulement. Instaurer un cessez-le-feu durable et libérer les derniers détenus entre l'Est et l'Ouest du pays figure également au programme. Il serait également question d'unir les rangs des institutions militaires en une force conjointe. Pour ce faire, des réunions des chefs militaires de différentes régions devraient être tenues partout en Libye. Autre question abordée, celle de la nécessité de sortir les forces étrangères et les mercenaires qui se trouvent en Libye. L'ambassadeur de l'Union européenne en Libye, José Sabadell, a salué la stabilité sécuritaire dans la capitale Tripoli, qui a ouvert la voie à la première réunion de ce type pour le groupe de travail international issu de la réunion de Berlin avec le comité 5+5 à Tripoli. Il a par ailleurs souligné la volonté de l'Union européenne à soutenir la Libye dans sa voie électorale. Pour rappel, le processus de Berlin a été lancé en janvier 2020 dans le but d'instaurer un cessez-le-feu durable en Libye. Il s'inscrit dans le cadre des activités de promotion de la paix menées par la Suisse en Libye. Plus d'un mois de promesses rompues, les combats se poursuivent à Khartoum malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'1 semaine entre l'armée et les paramilitaires censés laisser passer civils et aide humanitaire au Soudan. L'ONU de son côté dénonce plusieurs combats et mouvements de troupes. Naïla Hamouda. Ces images donnent un aperçu de la situation dans la capitale soudanaise. Le calme est revenu au 2e jour du cessez-le-feu d'1 semaine. Les militaires et paramilitaires semblent respecter l'accord de cette trêve. Les habitants espèrent que ce répit sera de longue durée.
Les combats ont dévasté Khartoum, détruit les infrastructures et fait de nombreuses victimes. J'espère que ce cessez-le-feu durera et que Khartoum retrouvera stabilité et prospérité. J'espère que la circulation sera plus sûre et plus facile pendant le cessez-le-feu et nous rentrerons chez nous lorsque la situation sera plus calme et que Khartoum et les zones environnantes seront plus sûres. Malgré la trêve, aucun passage pour l'aide humanitaire n'est ouvert. Selon l'ONU, plus de 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire. La Chine a exhorté la communauté internationale à intensifier l'assistance au Soudan et à ses voisins pour atténuer la pression. Elle a également appelé les deux parties au conflit à cesser les hostilités. La tâche urgente est d'assurer la mise en œuvre des engagements visant à protéger les civils et infrastructures civiles et de fournir des garanties de sécurité, de faciliter l'aide humanitaire et l'évacuation. Nous espérons que les parties en conflit poursuivront la dynamique de dialogue, s'efforceront de parvenir à un cessez-le-feu et à un arrangement politique plus durable et remettront le développement du pays sur les rails. Face aux violents combats, plus de 200 000 Soudanais ont fui vers les pays voisins. Des réfugiés qui affluent massivement au Tchad, 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Face à cette situation d'exode massive, le Tchad a décidé de sécuriser ses frontières. Des mesures nécessaires ont même été prises à cet effet. Élection en Turquie, à 3 jours du scrutin présidentiel, tous les yeux sont rivés sur la diaspora turque qui a fini de voter. Les deux candidats à la fonction suprême, Kemal Kılıçdaroğlu et Recep Tayyip Erdoğan, tentent de recueillir le maximum de voix possible pour faire la différence le jour J. Amin Totar. Ils étaient environ 1,5 million de ressortissants à exprimer leur voix dans les urnes. La diaspora turque installée un peu partout dans le monde et durant 5 jours a été la première à faire son choix pour la deuxième fois à l'occasion du scrutin présidentiel. Le fait marquant de ce deuxième round est le taux de participation élevé, notamment en Europe où réside la majeure partie des ressortissants turcs. Lors du vote au premier tour, le président Recep Tayyip Erdoğan avait obtenu la première place avec plus de 64% des voix contre 34% pour son rival Kemal Kılıçdaroğlu. En Allemagne, 17 villes ont connu l'afflux de la communauté établie dans ce pays pour la deuxième manche de l'élection suprême. Le pays compte à lui seul 3 millions de citoyens d'origine turque contre 700 000 résidents en France, principalement à Paris et à Strasbourg. Pendant ce temps, les deux candidats intensifient leur campagne électorale. Tandis que Sinan Ogan a affiché son soutien à Recep Tayyip Erdoğan, le chef du parti de la victoire, Ümit Özdağ, s'est rallié à Kılıçdaroğlu. Les deux hommes partagent la même vision concernant plusieurs dossiers, notamment la question du retour des réfugiés. Reste à savoir si ces derniers rebondissements du paysage électoral turc peuvent faire la différence dans les urnes dimanche prochain. Les discussions entre le président américain Joe Biden et le chef des Républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy concernant le relèvement du plafond de la dette américaine ont repris pour tenter de trouver rapidement un accord et éviter un dangereux défaut de paiement des États-Unis. La Maison-Blanche n'envisage pas de recourir au 14e amendement de la Constitution pour passer en force. On écoute. Nous allons donc continuer à avoir ces conversations. Nous pensons qu'elles ont été productives. Nous pensons qu'il y a un espace et une opportunité ici pour avoir un accord budgétaire bipartite, raisonnable et plus que raisonnable. Encore une fois, la Chambre et le Sénat peuvent voter et que nous pouvons régler les affaires du peuple américain. Lors d'une conférence internationale pour la sécurité abritée par Moscou, Vladimir Poutine a déclaré que le monde unipolaire touchait à sa fin et qu'il fallait désormais mettre en place un monde plus juste. Qu'en est-il de ce monde multipolaire? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabri.
Je suis convaincu qu'ensemble, nous parviendrons à la formation d'un monde multipolaire plus juste et que l'idéologie de l'exclusion ainsi que le système néocolonial qui a permis d'exploiter les ressources du monde entier deviendra inévitablement une chose du passé. Le temps est donné. Vladimir Poutine fait appel aux nombreux partenaires de la Russie à sonner le glas du monde unipolaire. Un monde qui n'arrange plus de multiples nations désireuses de voir émerger un nouvel ordre mondial. Lors de sa visite à Moscou, Xi Jinping, sur le point de quitter le Kremlin, avait confié à Vladimir Poutine qu'ils étaient ensemble en train de piloter des changements inédits depuis 100 ans. La domination occidentale est en réalité plus ancienne. Voilà maintenant 5 siècles qu'elle perdure. Le monde unipolaire, quant à lui, date de la chute de l'Union soviétique en 1991. Il aura duré 30 ans. Il y aura un avant et un après 24 février 2022. La guerre en Ukraine aura eu un rôle d'accélérateur de la multipolarisation du monde lorsque l'Occident a incité de façon insistante le reste du monde à condamner l'opération militaire russe en Ukraine. Il a pu observer une certaine réticence en Afrique, en Amérique latine, en Asie, des continents qui par le passé ont subi les conséquences d'un monde où Washington imposait la marche à suivre. Aux 4 coins du monde, les peuples et les dirigeants ont renvoyé à l'Occident un désaccord profond face aux 2 poids 2 mesures de Washington, Paris et Londres. Une page nouvelle s'ouvre désormais où les centres décisionnels ne se trouvent plus exclusivement en Europe et aux États-Unis. La Chine réaffirme son attachement à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, tout en réitérant son engagement en faveur de la coopération internationale dans ce domaine. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a reçu à Pékin le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi. Le chef de la diplomatie chinoise a d'autre part indiqué que la Chine poursuit une stratégie nucléaire d'autodéfense et demeure engagée en faveur de la sauvegarde du système international de non-prolifération nucléaire. L'Algérie est une fois encore présente à la 76e édition du Festival de Cannes avec le film Omar la fraise, présenté en séance spéciale. Un court-métrage d'Elias Belkedar réunissant les 2 comédiens Reda Kateb et Benoît Magimel, fêtant Alger sur les mythiques marches de Cannes. Imen Merad. Le premier long-métrage d'Elias Belkedar, Omar la fraise, porté par l'Algérien Reda Kateb et le Français Benoît Magimel, sort en salle ce mercredi 24 mai partout en France. Hors compétition, le film projeté en avant-première au Festival de Cannes raconte les cocasses péripéties de 2 gangsters, 2 newcomers, qui se sont redorés le blason ailleurs. On est en 2023 avec Elias Belkedar, jeune réalisateur talentueux. Très talentueux, il a fait un très beau film où on sent la fiction, on sent une histoire. Donc c'est un film que les gens vont sûrement aimer. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé. Tourné en Algérie, le long métrage raconte l'histoire d'Omar, un gangster vintage baptisé Omar la fraise. Forcé de se cacher en Algérie, Omar réussit à survivre grâce à des micmacs, toujours accompagné de son fidèle acolyte Roger. Autrefois baron du gangstérisme français pendant des décennies, les 2 acolytes doivent désormais faire le deuil de leurs anciennes vies et accepter leur nouvelle existence, loin de la débauche et de la violence qui ont poissonné leur passé. Omar la fraise aborde des thématiques universelles à l'instar de la loyauté, l'amitié, mais aussi la quête de rédemption. Un film qui promet beaucoup d'émotions. La présence algérienne au Festival de Cannes ne s'essouffle point. Au fil des années, le cinéma algérien a su se hisser une place parmi les monstres du cinéma international, présent à chaque édition ou presque, le seul pays arabe et africain à y avoir raflé la Palme d'Or en 1974 avec Chronique des années de braise, du talentueux Lakhdar Hamina, qui quelques années plus tôt, en 1966, remporta un prix avec son tout premier film, Le vent des Aurès. Omar la fraise, aux côtés de majestueuses productions en cette 76e édition du Festival de Cannes, promet de beaux jours au cinéma algérien. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.